Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous retrouver ce soir une fois de plus face à l'actualité. L'Union européenne, après une visite à Kiev, avait demandé que le président Poutine accepte des négociations dans le cadre d'un cessez-le-feu de 30 jours qui devait permettre que ces négociations directes, qui avaient déjà été acceptées par principe par le président Poutine, puissent se dérouler. Et après cette demande de l'Union européenne, la Russie a répondu aujourd'hui par des frappes de drones sur l'Ukraine, montrant très clairement qu'elle ne partage pas cette position de l'Union européenne. Et le président français Emmanuel Macron, dans une sortie télévisée, a précisé que si jamais la Russie ne se pliait pas à cette exigence de l'Union européenne, un autre paquet de sanctions sera mis sur la table. Mais il y a une interrogation. À quoi serviraient ces sanctions-là quand on sait que pendant près de 4 années, toutes les sanctions qui ont été prises ont produit des effets inverses, notamment sur l'économie européenne, particulièrement, je vais dire, avec des inflations extraordinaires sur un certain nombre de produits, notamment les hydrocarbures. Et l'Europe, pour faire face, avait dû contourner d'ailleurs ces sanctions en allant acheter les mêmes produits, les mêmes hydrocarbures russes sur des marchés, notamment indiens, chez des traders aux 4 coins du monde entier et appauvrissant au passage leur propre population. Alors quand on écoute ces menaces que prononce Emmanuel Macron, on se demande bien ce que peut encore l'Europe comme moyen de pression sur la Russie. Et ce soir, nous en parlons dans le cadre de cette édition de Face à l'actualité avec nos invités installés en multiplex, notamment Sylvain de Baron, qui est membre des Gilets jaunes, auteur de Révolte, essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Il est en multiplex. Merci à vous de nous retrouver. Je vous remercie pour votre invitation. Avec nous dans le cadre de cette émission, de ce Face à l'actualité, Gamal Abina, qu'on ne présente plus, analyste politique sur les antennes de la chaîne panafricaine Afrique Média. Merci à vous, Gamal. Merci d'être là. Nous avons tous... Voilà, messieurs, vous êtes bel et bien installés en multiplex et nous avons tous suivi notamment la visite à Kiev d'un certain nombre de dirigeants européens, avec parmi lesquels le chancelier allemand et également le président français Emmanuel Macron. Et il en ressortait de là une exigence qui a été posée par l'Europe, à savoir un cessez-le-feu de 30 jours avant toute négociation, avant ouverture de négociations directes avec la Russie. Et le président russe Vladimir Poutine, bien sûr, ne partageait pas cette position. Et la réponse, d'ailleurs, est tombée très rapidement avec des frappes de drones. Plus d'une centaine de drones se sont abattus sur l'Ukraine en ce jour même, alors qu'on attendait effectivement que ce cessez-le-feu rentre en vigueur à minuit, avant toute négociation, notamment à Istanbul aujourd'hui. Alors, quand vous regardez cela, qu'est-ce que vous vous dites concrètement concernant ce qu'a dit l'Union européenne et la réponse de la Russie? Alors, je ne sais pas qui doit parler. Je suppose que c'est moi qui dois parler en premier, puisque je vois mon visage apparaître. Oui. Sylvain, allez-y. D'abord, les Russes savent pertinemment qu'un cessez-le-feu de 30 jours permettrait à l'armée ukrainienne de respirer, de pouvoir disposer du temps nécessaire pour se réapprovisionner en armement et munitions des États-Unis et de l'Union européenne, mais aussi de pouvoir reconstruire les fortifications qui le front. Les attaques de drones en soi ne sont pas quelque chose de signifiant, puisqu'elles sont assez régulières et que la Russie attaque en profondeur des centres industriels qui sont nécessaires à la guerre en Ukraine, tout simplement. C'est plutôt ce qui se passe sur la ligne de front qui est en train de s'ébrécher au fur et à mesure des avancées. Donc la Russie, elle, ce qu'elle veut, c'est un plan de paix à proprement parler. Les Européens, eux, veulent contre leurs intérêts nationaux, je veux dire particulièrement la France qui a vraiment des intérêts primordiaux, et je dirais aussi un peu l'Allemagne, un peu moins la Pologne qui, elle, pourrait avoir des intérêts économiques avec la Russie, mais a plutôt des velléités qui datent de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'est pas le cas pour la France. La France a été la France et la Russie ont été nous avons des intérêts en termes économiques qui sont 10 fois plus importants avec la Russie qu'ils ne l'ont jamais été avec l'Ukraine.
Donc ça n'est pas compréhensible de la part des Européens. J'ajoute que si les Européens voulaient vraiment faire une proposition de cessez-le-feu qui soit tenable, qui soit audible en tout cas pour la Russie, ils pourraient s'inspirer de l'exemple de la ville de Hong Kong, qui était anglaise avant d'être rétrocédée à la Chine. Et ça permettrait en fait une sortie de conflit qui soit digne pour les deux parties, c'est-à-dire qu'à la fois l'Ukraine pourrait toujours revendiquer sa souveraineté sur les territoires perdus de toute façon, en se disant que d'ici 20 à 30 ans, un référendum serait organisé pour savoir si les gens qui habitent dans le Donbass, dans la région de Zaporijjia, veulent revenir à l'Ukraine. Évidemment, ces référendums seraient perdus. J'ai été en Russie et puis dans les régions contestées l'année dernière, et je peux vous dire que les gens ne veulent pas revenir sous souveraineté ukrainienne. Mais au moins, sur la façade, ce serait conservé, et puis ça permettrait de pouvoir faire cesser. Les Européens n'ont pas du tout une attitude qui est pacifique. Leur attitude est absolument belliciste, et quelles que soient leurs manœuvres et leurs postures, ils sont dans une volonté d'amener l'Ukraine à verser le sang jusqu'au dernier Ukrainien. Gamal, je vous retrouve. Alors, on vient d'écouter Sylvain, et pour lui, c'est plutôt l'Europe ici qui voudrait faire perdurer le conflit. Alors qu'au côté européen, on affirme que c'est le président Poutine qui ne voudrait surtout pas que la guerre se termine. C'est pour cela qu'il n'accepte pas, qu'il n'accède pas à cette demande de l'Union européenne avant toute négociation. Alors, au milieu, qu'en pensez-vous? Micro, Gamal, s'il vous plaît, activez votre micro. Gamal, activez votre micro, s'il vous plaît. Gamal, est-ce que vous nous recevez? Alors, en attendant que Gamal puisse nous retrouver avec une meilleure liaison, dans une meilleure liaison, je me retourne encore vers vous, Sylvain. Tout à l'heure, on parlait notamment de ce que peut l'Union européenne en termes de moyens de pression, et on se rend compte que ces moyens-là semblent ne même pas exister, parce que Emmanuel Macron, dans sa sortie, parle d'une pression, des sanctions qui pourraient viser le secteur des hydrocarbures, mais également le secteur financier. Pour les hydrocarbures, je voudrais qu'on commence par là. Que peut encore faire l'Union européenne après tous les blocages que l'on a connus, et surtout les conséquences sur l'économie européenne et le contournement des propres sanctions de l'Union européenne par elle-même, notamment à travers des traders indiens? Parce que de toute façon, il y a le nombre de sanctions qui ont été, encore une fois, qui en fait sanctionnent d'abord les pays de l'Union européenne, hein, moins la Russie que les pays enfin, la Russie, elle est plutôt résiliente de son côté. Elle a tout ce qu'il lui faut, à la fois des connexions avec un grand nombre de pays à travers le monde qui voient bien l'hégémonie américaine et européenne qui s'inscrivent dans le cadre de ce conflit. Donc, qui soutiennent et qui veulent maintenir leur commerce avec la Russie. Et de notre côté, nous sommes dépendants de toute façon des matières premières et des hydrocarbures que produit la Russie. Nous, c'est la seule connexion terrestre que nous avons en Europe d'ailleurs pour pouvoir obtenir des hydrocarbures sur des contrats de long terme, c'est-à-dire des contrats qui sont où les prix sont peu élevés. La France a investi plus d'1 milliard d'euros dans le gazoduc
Nord Stream qui a été détruit, c'est un secret de polichinelle par les Américains, et la France n'engage aucune enquête là-dessus. La France a aussi investi à peu près 1 milliard d'euros dans le complexe gazier Yamal, c'est tout au nord de la Sibérie, où nous avons encore la possibilité d'être livrés en gaz liquéfié par bateau, ce qui nous coûte extrêmement cher. Maintenant, si nous coupons ces dernières connexions, ce que c'est en fait s'attaquer directement aux pays qui commercent avec la Russie, donc l'Inde, la Chine, et puis finalement on peut dire l'essentiel du reste des pays du monde, et qui ensuite vont réexporter dans l'Union européenne tout un ensemble de matières premières, y compris des hydrocarbures. Sauf que, à force de jouer ce jeu débile, en fait, ce que fait l'Union européenne, c'est ni plus ni moins que se transformer en vaste Corée du Nord. Parce que non seulement elle détériore sa relation avec la Russie en soi, ce qui est une imbécilité économique et industrielle, mais aussi elle est en train de détériorer ses relations commerciales avec les autres pays qui, eux, n'ont pas spécialement d'intérêt à européens comme essentiels. Ils ont aussi des besoins de développement. Ils ont tout un réseau dans le monde d'autres pays avec lesquels ils peuvent commercer. Et finalement, si les Européens veulent se faire harakiri et puis donner des ordres qui sont tout à fait néocoloniaux au final, d'imposer au reste du monde leur vue et dire vous n'avez pas le droit de tel pays, sinon vous allez avoir une fessée et puis on va plus commercer avec vous. Au final, pourquoi ces pays-là qui ont l'habitude d'être sanctionnés et puis de développer un commerce qui leur est propre, devraient-ils s'imposer de continuer de commercer avec l'Union européenne? Ça n'a aucun intérêt pour eux. Ils vont tout simplement assurer leur souveraineté et dire aux Européens mais on s'en fiche. On s'en fiche. Et donc, c'est nous qui nous faisons harakiri. L'Union européenne est une vaste Corée du Nord en construction. Et là, nous étions en train de parler des hydrocarbures, Sylvain. Alors, on a écouté le président Macron dire qu'il pensait également au secteur de la finance, en menaçant, en disant que l'Union européenne pourrait cette fois-là sanctionner les groupes bancaires dans des pays comme la Chine ou encore l'Inde qui sont restés connectés à la Russie et qui ont continué donc à permettre à la Russie de contourner le blocage sur le système SWIFT. Alors, est-ce que vous imaginez, vous aujourd'hui, possible que l'Union européenne puisse notamment s'attaquer à des grands groupes bancaires, notamment chinois, quand on connaît que la relation face à la situation avec Donald Trump et les droits de douane et la menace des droits de douane, quand on sait que le rapprochement avec la Chine est inéluctable et indispensable même pour l'Union européenne? Est-ce que une telle opération est possible sans que l'Union européenne, une fois de plus, ne se tire une balle dans le pied? Alors sans qu'elle se tire une balle dans le pied, non, ça c'est évident, puisque il faut bien comprendre que les gens qui sont derrière l'Union européenne sont des gens qui déjà ont en haine la souveraineté des nations, à commencer par la leur propre, parce que il faut bien voir que les États européens ont perdu enfin ceux qui sont enfermés dans l'Union européenne ont perdu toute leur souveraineté et toute leur indépendance. Donc nous avons affaire à des traites chimiquement pures. Ensuite, du point de vue des connexions financières, elles sont déjà irrémédiablement perdues. La seule banque qui peut continuer d'utiliser en Russie le système SWIFT, justement pour les questions d'hydrocarbures, c'est Gazprom Bank. Toutes les autres sont déjà déconnectées. Maintenant, il est facile de s'attaquer à des pays qui ont moins de puissance à revendiquer, moins de capacité d'exportation. On pourrait penser aux pays africains qui pourraient tout à fait, qui en plus sont sous l'empire du franc CFA, ce qui les met de toute façon en délicatesse pour pouvoir gérer leur commerce comme ils l'entendent. Mais d'autres pays qui viennent plutôt de la sphère asiatique comme l'Inde et la Chine sont des pays beaucoup trop puissants avec lesquels nous avons quand même extrêmement important, notamment sur les matières premières que peut exporter la Chine. Et il paraît évident que l'on ne parle pas à la Chine comme on parle, pardonnez-moi d'être trivial, et avec tout le respect que j'ai pour leur population, mais comme on parlerait au Burundi.
c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas du tout les mêmes puissances à qui l'on parle. Donc, à mon sens, tout ce que ça va générer, c'est le fait que les BRICS vont être d'autant plus solidaires, que ce qu'ils ont mis en place sur des facilités d'échange monétaires et commerciaux vont se renforcer, que l'Afrique qui justement, que nous perdons actuellement, nous avons quand même toute la partie francophone de l'Afrique que la France est en train de perdre en termes d'influence pour la France. Nous la perdons depuis l'ère Macron, mais ça avait commencé bien avant, malheureusement. Nous sommes en train de perdre toute cette influence qui était quand même stratégique pour la France, y compris pour les pays africains eux-mêmes d'ailleurs, et qui va se répercuter de plus en plus du côté des BRICS. Et ils auront raison. Parce que tant que les Européens, et en particulier les Français, auront cette attitude méprisante, arrogante, néocoloniale, contraire à leurs intérêts nationaux, mais les pays qui ne sont pas sous la sphère européenne, anglo-saxonne, eux verront leurs alternatives ailleurs. Le monde est vaste. Alors, nous étions là en train de parler de la menace d'utilisation d'outils dans le système financier pour pouvoir faire pression sur la Russie. Et jusque-là, on voit toujours que la marge de manœuvre, elle est très faible et que les résultats ne sont pas forcément garantis. Alors, quand on écoute l'Europe dire qu'elle fait pression sur la Russie afin d'imposer un agenda dans les négociations en Ukraine, de votre point de vue, de quoi est-ce qu'elle parle, l'Europe ? En fait, c'est très très difficile pour les Européens en particulier et les Français en général. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui venaient de différents pays. J'ai même été étonné que certains pays qui faisaient partie de l'ex-bloc de l'URSS, en fait, partageaient tout à fait les convictions des Français en disant nos politiciens font n'importe quoi. Nous, en fait, on ne comprend pas. Les gens qui vivent en Europe et en France, en particulier, ne comprennent absolument pas la posture de nos dirigeants. D'abord parce qu'elle n'a rien à voir avec des efforts en vue de faciliter la paix. Ensuite, parce qu'elle est tout à fait à géométrie variable. Par exemple, si l'on prend ce qui se passe avec le conflit en Israël, ce qui peut être tout à fait être qualifié de génocide vis-à-vis des populations palestiniennes. Il n'y a pas de sanctions actuellement, il n'y a pas de rodomontade contre l'État israélien, alors que ce qui se passe est d'autant plus grave. Là, ce sont des populations civiles qui sont attaquées. En revanche, nous, nos intérêts sont attaqués par nos dirigeants et on ne comprend toujours pas la posture de nos dirigeants parce qu'elle va à l'inverse du bon sens. Elle va totalement à l'inverse du bon sens. D'abord parce que normalement les dirigeants sont soucieux de gérer au moins les intérêts économiques, les intérêts de leur population, ne serait-ce que de leurs entreprises, parce que c'est quand même eux qui font tourner la boutique d'un pays. Et même nos industriels, quelque part, ne comprennent pas. Donc, il m'est impossible de vous répondre. C'est lunaire. Il y a, je veux dire, on se comprend que c'est plutôt idéologique et que c'est pour moi, je l'interprète vraiment comme une russophobie crasse. Parce que à la fois les intérêts financiers, industriels et de souveraineté et de commerce de tous les pays concernés dans l'Union européenne sont fortement impactés, mais pour rien, pour aucune, même pas pour que ça puisse servir les intérêts de paix. Donc très honnêtement, je n'ai pas de réponse à votre question. Et un autre aspect avant de rejoindre Gamal Abina, l'Europe semble ne pas perdre la tête quand il s'agit, par exemple, de saisir les avoirs financiers russes dans l'espace européen pour pouvoir les reverser à l'Ukraine. On sait qu'Emmanuel Macron y est opposé. On sait aussi que certains leaders européens voudraient qu'on mette la main là-dessus pour pouvoir soulager un peu l'Ukraine. On parle de près d'1 milliard d'euros. Et concrètement, est-ce que vous pensez qu'on pourrait affirmer ici que Macron quand même qu'il voit clair quand quand il considère ça comme une ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire l'utilisation des avoirs russes qui ont été gelés, notamment au sein de la Banque centrale européenne. Quand on sait par exemple que ça pourrait donner de mauvais signaux à des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont énormément de ressources au sein de l'espace financier européen et notamment auprès de la Banque centrale européenne et qui pourraient
dans la foulée d'une utilisation des avoirs russes, demander pendant qu'on est encore en temps de paix avec l'Europe, le rapatriement de leurs ressources vers leur pays? Alors, ils ne sont pas opposés, en fait, c'est juste qu'ils sont bloqués. Parce que justement, les règles juridiques sont ce qu'elles sont. C'est déjà un vol en soi de voler de récupérer les intérêts de ces avoirs financiers. Ce sont des réserves de devises, ni plus ni moins. Quand vous récupérez déjà les intérêts de ces avoirs-là pour les reverser à l'Ukraine ou ailleurs, c'est un vol. Donc les capitaux en eux-mêmes, les réserves de devises, si elles sont captées, ce serait perçu comme un vol. Et bien évidemment, tous les pays du monde, pas seulement l'Arabie Saoudite, mais tous les pays du monde qui savent qu'à un moment ou à un autre, les États-Unis ou les Européens et enfin je veux dire rien qu'en Afrique on a eu la Libye qui a eu des soucis, au Moyen-Orient la Syrie a été démolie, l'Irak a été démoli, l'Afghanistan en Eurasie. Enfin, dès lors que les temps changent et que il faut se fabriquer de nouveaux ennemis et puis aller faire du pillage, n'importe quel pays peut être pointé du doigt. Donc évidemment que la plupart des pays du monde, y compris des très gros pays en BRICS avec le Brésil, évidemment la Chine, l'Inde, on pourrait penser à l'Iran, et l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. Bon, il faut être conscient que ces pays-là, évidemment, je pense que même de toute façon, quand bien même ces contraintes juridiques qui empêchent nos dirigeants de faire main basse et faire du vol qu'ils voudraient bien faire sur ces avoirs russes, il y a quelque chose qui est trop tard. Oui, ils vont pas pouvoir aller bien loin parce qu'ils ont des limites, des contraintes, la réalité leur fait face. Mais néanmoins, tous les pays du monde qui ne veulent pas être spécialement dans l'orbite occidentale, entre guillemets, ont bien noté le comportement de nos dirigeants. Et à moins qu'il y ait une révolution d'Europe et pour le moins en France qui change complètement la donne, je pense que les pays du monde vont aussi avoir des mouvements monétaires dans leurs réserves de devises qui risquera d'évoluer au fil du temps pour pouvoir être un petit peu moins exposés sur le long terme. Merci à vous, Sylvain. On va tenter de joindre Gamal Abina. J'espère qu'on va pouvoir vous avoir. Gamal, est-ce que cette fois-ci, la liaison est établie? Vous m'entendez? Moi, je vous entends parfaitement. Ben, nous aussi, nous vous recevons parfaitement, Gamal. Alors, tout à l'heure, on a écouté Sylvain qui disait que l'Union européenne, de son côté, voudrait prendre un mois de trêve plutôt pour réarmer l'Ukraine, permettre à l'Ukraine de revoir un certain nombre de positions afin d'aller encore plus à l'offensive. Et donc, Sylvain qui pense que du côté de l'Union européenne et de Kiev, on n'est pas pour la fin de ce conflit qui, de toute évidence, même si celui-ci se terminait aujourd'hui, n'est pas à l'avantage de l'Ukraine parce qu'elle aura perdu au moins 30% de son territoire. Alors vous, qu'en pensez-vous quand on sait que les Européens, de leur côté, accusent plutôt le président Poutine de ne pas vouloir mettre fin à la guerre en refusant un cessez-le-feu de 30 jours? Oui, c'est une gabegie, c'est une plaisanterie. En vérité, quand il parle de cessez-le-feu, on parle de fin de guerre, on parle pas de cessez-le-feu. On peut pas mettre en préalable la demande, qui ressemble à un ultimatum, c'est en est un d'ailleurs, de demander un cessez-le-feu, alors qu'on négocie justement pour la fin de la guerre. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment une façon de montrer qu'ils sont évidemment vent debout, qu'ils ont perdu le conflit. Il faut être très clair, les États-Unis n'en veulent plus. Donc le soutien américain étant principal, puisque l'Europe ne pèse que rien du tout en matière militaire, à part alimenter le conflit sur un plan idéologique et sur un plan évidemment financier, ils ont beaucoup payé. Quelques armes qui ont été distribuées ça et là, mais pas grand-chose. On se met bien compte que l'Europe ne peut pas se fragiliser à outrance en s'exposant à la Russie. Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut demander une négociation directe avec un puissant Poutine, sachant que les États-Unis sont favorables à la fin du conflit, en lui opposant un ultimatum. Ça n'a vraiment aucun sens, si ce n'est effectivement un sens caché. Le sens lié par ce conflit parce qu'il est perdu, ont vendu des chimères à Zelensky, qui n'est pas un homme politique, il faut rappeler d'où il vient, c'est un clown. 300 000 personnes à la mort inutilement pour un conflit qui aurait pu dès le départ ne pas éclater. Il aurait suffi simplement qu'il respecte les accords de Minsk, qu'il respecte la fédéralisation de l'Ukraine, qu'il respecte
évidemment du Donbass qui était bombardé régulièrement, et surtout qu'ils respectent simplement les principes d'État à État, à savoir la sécurité dans la région. Ça n'a pas été respecté. Ceux qui étaient à l'initiative de cela, l'OSCE, les Européens, les Américains et les Russes au départ, se sont mis d'accord sur un texte et sur une étape de fin de conflit qui d'ailleurs perdure pas seulement depuis 2014, hein. C'était déjà lancinant dans les années 2000. Hein. Eh bien aujourd'hui, effectivement, les Européens montrent vraiment une forme j'ai envie de dire simplement de sentiment d'impuissance, et de par ce sentiment, ils imposent quoi? Un discours belliciste. Ils parlent d'un cessez-le-feu préalable. Ça n'a vraiment, vraiment pas de sens d'aller négocier en jouant des gros bras alors qu'on n'en a pas les moyens. Donc l'Europe s'humilie en faisant cela. Poutine enverra certainement une délégation, mais il ne devra pas se rendre peut-être en Turquie, même si la Turquie, dès le départ, a proposé effectivement ses bons offices pour sortir du conflit. Il y a des sous-jacents très malsains dans cette histoire. Le fait de renforcer les trains de sanctions économiques qui n'ont d'ailleurs aucun impact, puisque les Russes sont très résilients et ont su parfaitement contourner les sanctions, montre que l'Europe accélère la partition du monde dans une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom. On sent bien qu'avec la Russie et puis la Chine qui se rabiboche, qui était quand même assez extraordinaire et inattendu, hein. Il faut se rappeler que la Chine et la Russie étaient en rupture depuis 1972. Hein. Eh bien, on sent bien que l'Europe cherche à une zone de conflit avec un adversaire puissant pour justifier du réarmement européen. C'est ça la question qui est posée. On parle de budget de 400 à 600 milliards de dollars en Europe. Macron parle de 400 milliards sur 5 ans, alors qu'il n'avait pas l'argent. Tout ça, ça laisse penser effectivement qu'il y a une forme assez inquiétante de bellicisme européen qui, manifestement, 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, semble trouver amusant de créer des conflits inutiles au lieu d'aller sur le terrain de la raison. Donc il y a peu de conflits. Il y en a en Europe aussi aujourd'hui, c'est un conflit qu'on aggrave volontairement. Il y a peu de conflits, il n'y a pas de conflit en Amérique du Sud, quasiment pas, par quelques guérillas. Il n'y a pas de conflit en Asie, et tant mieux. Il y a malheureusement trop de conflits en Afrique, mais l'Europe semble s'ennuyer et cherche un adversaire à sa taille. L'ogre islamiste a disparu, l'ogre arabe, en l'occurrence, ou musulman, a disparu. Le péril jaune semblait être écarté. Maintenant, on revient sur les fondamentaux de l'ex-péril rouge, à savoir les soviets, les Russes, les tsaristes. Enfin, vous y allez tout le temps. La Russie a toujours été, en Europe, perçue comme une forme de territoire dangereux depuis les premières invasions barbares jusqu'à aujourd'hui. On a toujours considéré que les Russes étaient un danger de l'Est. Donc, l'Europe orientale est très mal vue par l'Europe occidentale et centrale, malheureusement, maintenant. Mais on voit bien aussi, là, c'est réellement une forme de chant du cygne, que les moyens européens pour créer un conflit ou augmenter le conflit ou alimenter le conflit sont réduits comme peau de chagrin, que les tentatives ridicules de sanctions contre la Russie, qui, je le rappelle tout de même, est la plus grande superficie au monde en matière d'État fédéré, n'ont pas abouti, que le maire qui s'était aventuré à dire, Bruno Le Maire, qu'il allait mettre à genoux la Russie, s'est ridiculisé comme de bien entendu, dans un gouvernement de plus en plus, dans des gouvernements de plus en plus ridicules, et qu'aujourd'hui, eh bien, il tente leur va-tout. Mais on sait très bien qu'il y aura des négociations dans un rapport de force ultra favorable aux Russes qui ont déjà pris entre 25 et 30% du territoire et qui vont concéder peut-être 5% pour la décoration, conserveront évidemment le Donbass et toute la région qui a fait effectivement sécession et qui a fait un référendum de rattachement à la Russie, conserveront la Crimée parce que c'est une question vitale pour les Russes d'avoir des navires en mer chaude, puisque c'est la seule mer chaude qui leur soit ouverte, conserveront Sébastopol, ça va de soi, puisque c'est une question historique et russe, et conserveront leur domination dans la région pour garantir une zone de sécurité, les Russes se sentant effectivement largement impactés et largement mis en danger par cette progression injustifiée de l'OTAN qui aurait dû, rappelons-le aussi, disparaître en 92 après la chute du mur de Berlin, la chute du bloc soviétique et surtout la chute du pacte de Varsovie qui n'était plus donc un danger pour l'Europe. Et donc, Gamal, pour vous, l'Europe a besoin de la guerre en Ukraine aujourd'hui pour notamment soutenir une politique de réarmement qui doit être validée par ses concitoyens afin qu'elle puisse injecter des centaines de milliards d'euros supplémentaires dans les différents budgets militaires. Mais on se pose la question, de quoi a-t-elle réellement peur quand on sait que la Russie a voulu même intégrer l'Union européenne. On se rappelle du président Poutine. Au tout début, il voulait que la Russie soit membre de l'Union européenne. Alors, on voit que les Américains même ne considèrent pas la Russie comme étant cet ennemi éternel de la guerre froide. On voit le président Trump discuter avec le président Poutine. On voit des négociations entre les États-Unis et la Russie, notamment par la médiation de l'Arabie Saoudite. Alors, pourquoi autant de peur ? Est-ce que l'Europe doit impérativement avoir la Russie comme ennemi ? Alors, première chose pour corriger, c'est pas une négociation par l'entremise de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est juste quelques milliards et négocier avec les Russes. Simplement pour donner une symbolique, on ne négociera pas sur le terrain européen,
on ne négociera pas sur le terrain russe, on va sur un pays arabe qui n'a jamais eu de poids économique, et de politique plutôt, l'Arabie étant vraiment la fidée parfait, le parfait laquais des États-Unis. Donc ils vont sur un terrain connu pour eux, un terrain qui ne pose de problème à personne. C'est juste une forme de territoire neutre et la Suisse à une époque. Alors oui, pour répondre à votre question, de quoi ont peur les Européens? En vérité, l'Europe aime se faire peur. N'oublions jamais, ne prenons que la France et la Prusse ou l'Allemagne, 4 guerres en 200 ans. 4 guerres toutes perdues par la France, il faut le rappeler. Depuis Napoléon, c'est des défaites. N'oublions jamais que l'Europe s'est toujours fait la guerre. Il a fallu à 20 ans d'intervalle, 20 millions de morts en 14-18, 60 millions en 39-45, pour que les Européens commencent à se demander si la prochaine guerre ne serait pas effectivement la dernière des guerres, mais pour eux. Quand on voit le niveau de destruction que l'Europe a subi pendant cette guerre infamante, on se pose la question. Sauf qu'en même temps, il y a des industriels derrière, parce qu'il faut savoir que l'armement, la fabrication des armes, c'est ce qui rapporte le plus d'argent. C'est ce qui implique le plus d'industrie, le plus de technologie, le plus de moyens financiers, le plus de surface industrielle, le plus effectivement de moyens, parce que l'armement, on l'achète en se faisant peur, en justifiant de peurs complètement imaginaires. Et il faut rappeler aussi à nouveau que depuis un siècle, au moins, je ne parlerai pas de l'époque des tsars, mais au moins depuis un siècle, la Russie n'a jamais attaqué l'Europe. Attaque. Il n'y a jamais eu d'offensive. Elle ne l'a jamais fait. Et quand vous dites que les États-Unis sont d'accord pour se rabibocher avec la Russie, je ne dirais pas les États-Unis, parce que Biden était contre la Russie et il alimentait la guerre. Je dirais que l'homme Trump est d'accord, avec toutes ses qualités et défauts, et ne rapporte rien. Trump est un pragmatique sur le plan économique et ne s'intéresse qu'à la question financière. Est-ce que quelque chose rapporte ou ne rapporte pas? C'est inutile. Ce que les Européens, l'Europe aime se faire peur, c'est que les guerres, ça rapporte pour certains, ça permet de faire travailler une certaine partie de la population, ça permet de relancer les industries lourdes, mais surtout, les guerres, c'est de gérer des tensions et donc de détourner l'attention des populations en colère en Europe. N'oublions jamais avec une turbulence économique monumentale, qu'en dehors des pays ex-pauvres du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal et la Grèce qui commencent à remonter, la plupart des pays, et l'Italie, la plupart des pays européens sont en situation de crispation économique, si ce n'est de récession, que l'Allemagne, à cause de ces sanctions inutiles, est en train de reculer économiquement, alors que c'était la première puissance économique européenne et la deuxième mondiale. Et donc, c'est dire un peu le niveau réel de ce que vaut effectivement aujourd'hui l'Europe par rapport à ces tensions économiques. Donc, tout vaut pour détourner l'attention des réalités, à savoir une paupérisation grandissante, des systèmes de soins qui commencent à disparaître, un recul sur les campagnes. Il y a tout un tas comme ça d'éléments qui font que ces pays européens à la dérive, cette vieille Europe vieillissante pour le coup, commence à s'interroger, se dire que finalement, une petite guerre vaut peut-être mieux que effectivement peur. C'est fondé sur la guerre, mais ça, c'est pas une surprise, les États-Unis aussi, mais surtout que l'Europe est capable peut-être de se lancer dans des aventures guerrières face à des puissances, pas nucléaires, trop dangereuses, mais d'autres puissances locales beaucoup moins importantes. On a vu ce qui s'est passé en Afrique, on a vu ce qui s'est passé au Moyen-Orient, on voit bien qu'il n'y a plus grand-chose pour résister, pourquoi pas revenir sur les géants. Donc c'est vrai que la question qui les Européens, enfin je parle bien des dirigeants, parce que les peuples sont totalement opposés aux guerres. Pourquoi les Européens se positionnent comme des battants en guerre? C'est parce qu'il y a derrière eux le renfort d'un Biden guerre de façon éternelle s'il le pouvait. Aujourd'hui, la réalité économique s'impose, la réalité de terrain militaire. Les Ukrainiens ont tenté une offensive ridicule à Koursk. Si vous de la Seconde Guerre mondiale, ils ont essayé ça. Ça a été aussi un échec, mais surtout les Ukrainiens ont sacrifié la fine fleur de leur jeunesse pour une guerre parfaitement inutile. Donc effectivement, la question est de savoir pourquoi ils le font, simplement pour des calculs bassement politiques et qui malheureusement des populations qui n'ont rien demandé à personne. Alors, est-ce qu'on va finalement arriver à la conclusion que l'Europe, c'est cet empire qui ne veut pas mourir? Est-ce qu'il y a encore matière à faire des démonstrations de force? Est-ce que l'Europe a encore des moyens réels de faire de l'influence au plan mondial, surtout quand elle n'est pas rattachée aux États-Unis? Sans les États-Unis, l'Europe était quelque chose, mais n'est plus rien. Parce que malheureusement, la Première Guerre mondiale a donné une puissance considérable à l'Amérique et la Seconde, j'ai envie de dire, a renforcé cette puissance qui était naissante. Les gens ont du mal à s'imaginer que l'Amérique, avant la Première Guerre mondiale, c'était un petit pays pauvre. Il n'y avait pas grand-chose, peu d'industrie, beaucoup de paysans, un pays peu construit, qui sortait d'ailleurs d'une guerre importante, d'une guerre de sécession qui leur a coûté 300 000 hommes.
Donc c'est un pays qui n'était pas influent du tout. Et ces deux guerres ont donné non seulement une fragilisation de l'Europe, de cette puissance créative extraordinaire qu'était l'Europe, de cette puissance économique indispensable, c'était la première dans le monde, mais surtout à fragiliser l'Europe parce que les États-Unis, en montant en puissance, ont choisi en 1945 de démanteler ce qui restait. Bon, les Européens ont perdu leurs empires internes, mais les empires européens coloniaux. Donc toute la puissance et le prestige européen qui allait jusqu'à coloniser les pays extérieurs et piller les richesses ont été impactés, ce qui a fait que ces pays qui se sont réduits comme peau de chagrin, la France évidemment, l'Angleterre et l'Allemagne pour l'essentiel, puisque le reste de l'Europe c'est plus décoratif qu'autre chose, eh bien ces pays-là ont fini par reculer, non seulement politiquement, mais économiquement. Et cette fameuse Europe des 27 aujourd'hui, cette fameuse Europe qui se veut économique, et c'est le cas, ne sera jamais une Europe politique pour des raisons multiples et variées, parce que personne ne parle de la même langue, personne n'a pas les mêmes, enfin, tout le monde n'a pas les mêmes orientations politiques et économiques, tout le monde n'a pas les mêmes sphères d'intérêt, tout le monde n'a pas les mêmes influences non plus. Ils n'ont pas la même culture et langue, ils ne se positionnent pas, même sur le plan religieux, de la même façon. Il y a tout un tas de choses qui font que l'Europe n'est surtout qu'une construction économique et non pas politique et encore moins idéologique. Donc, qu'est-ce qui est considérable sur un plan économique en perte de vitesse, il faut le rappeler, parce que les marchés sont de plus en plus perdus, avec une idéologie parfaitement absente, c'est fini, hein, et avec effectivement une influence mondiale de plus en plus qui recule de plus en plus, parce que de toute façon, le politique européen ne s'intéresse vraiment quasiment plus à ce qui se passe dans le monde. Ils travaillent entre eux, essaient de se maintenir tant bien que mal, mais comme tous les grands empires, hein, je parle des Grecs par exemple ou des Perses, eh bien ils ont vocation à reculer, ce qui est normal. Ils ne disparaîtront pas, mais ils reculeront nécessairement parce que l'histoire fait qu'il y a des puissants qui reculent et puis des faibles qui grandissent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le Sud global, des BRICS, de grandes puissances économiques à venir. Et évidemment, quand vous avez une puissance qui émerge, forcément, c'est au détriment d'une ancienne puissance qui est en train de décliner. Merci à vous, Gamal. Merci à vous, Gamal. Je vais vous laisser quelques instants, le temps de retourner vers Sylvain. Sylvain, je vous retrouve très rapidement. J'espère qu'on a une bonne liaison avec vous. Voilà, notamment sur ce qu'il faudrait entrevoir maintenant. On sait que la Russie a maintenu la pression, notamment à travers cette attaque massive de drones sur l'Ukraine. Donc, montrant clairement qu'elle ne s'alignait pas sur les positions, sur ces positions-là qui ont été demandées par l'Union européenne. On sait aussi que ces négociations devraient commencer en Turquie. Le président Volodymyr Zelensky a dit qu'il comptait effectivement se déplacer si jamais il y avait un cessez-le-feu. Alors, quelle peut être, de votre point de vue, la cartographie de ces négociations qui vont démarrer forcément entre les deux pays ? Ce qui serait encore à l'avantage d'ailleurs des Ukrainiens, parce qu'il vaut mieux qu'ils capitulent maintenant et acceptent leurs pertes telles qu'elles sont actuellement, que poursuivre en fait dans cette voie de la guerre, où l'un dans l'autre, ils finiront par tout perdre. C'est-à-dire que la Russie n'a pas l'intention, comme le chantent les Européens assez régulièrement, de conquérir ensemble l'espace unien, puisque si vous faites bien attention, dans l'espace russophone, c'est-à-dire la Novorossia, donc on a le Donbass, on a on va dire toute la région de Kharkiv qui n'est pas actuellement réellement pénétrée par la Russie, mais la région de Zaporizhzhia, de Kherson, on va dire toute la région de Kharkiv qui n'est pas actuellement réellement région de Zaporizhzhia, de Kherson, et sur le fait, moi j'ai été à Mariupol, j'étais à Melitopol, je vous parle vraiment de l'année dernière, donc durant le conflit. Les gens en fait ne veulent absolument pas que la Russie se retire, tandis que lorsque vous voyez du côté ukrainien et notamment dans la partie ouest, donc là où on est dans la partie ukrainophone, les gens qui sont raptés dans la rue pour être envoyés manu militari dans des régiments pour être formés 2 semaines et ensuite jetés sur la ligne de front, eux se révoltent, ne veulent absolument pas se faire attraper. Quand vous avez des témoignages de soldats, ils expliquent bien que eux, ce qu'ils attendent, c'est que la paix se fasse, y compris s'il s'agit d'accepter des concessions à la Russie.
les concessions politiques ne sont quand même pas bien compliquées, puisque eu aucune chance de pouvoir intégrer l'OTAN. C'était une de ses revendications. Elle ne rentrera jamais dans l'OTAN. C'était de toute façon, même du temps de Biden, totalement exclu. Les néoconservateurs qui agissaient à l'époque de Biden avaient cette doctrine de containment qui a été notamment théorisée par Zbigniew Brzezinski, mais qui a été reprise par Kagan et bien d'autres, qui visait à affaiblir la Russie, mais certainement pas aux extrémités les plus. Les Européens sont beaucoup plus fous, on va dire, que les Américains d'une certaine façon. Et eux voudraient faire entrer l'Ukraine dans l'Union européenne et dans l'OTAN. L'OTAN, c'est déjà exclu, puisque les Américains mettront leur veto un certain nombre de pays européens, du reste comme la Hongrie, à mon avis, ou d'autres pays comme la mais l'Union européenne, pour l'instant, c'est impossible. Et vous verrez pas les agriculteurs et les industriels européens accepter si facilement dans leur lobbying que l'Ukraine qui a un coût de la main d'œuvre et des contraintes réglementaires bien moindres que l'Union européenne puisse intégrer avec un coût absolument démesuré l'Union européenne. Donc de toute façon, ces revendications politiques de l'Ukraine sont déjà nulles et non avenues. Reste la question des territoires. Et c'est ce que je vous disais. Je pense que c'est la seule façon dont on pourrait négocier pour que chacun puisse se retirer de ce conflit, aller vers un cessez qui soit honorable, on va dire, qui reste digne, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel, la possibilité, y compris pour le pays qui est perdant dans l'affaire, de pouvoir se retirer avec dignité, de garder un espoir. La question territoriale est essentielle dans l'affaire. Les Ukrainiens eux-mêmes reconnaissent, les autorités ukrainiennes eux-mêmes reconnaissent que de toute façon, ils ont perdu un certain nombre de territoires et qu'ils ne pourront jamais les reconquérir. Néanmoins, par nécessité politique intérieure, ils ont besoin de pouvoir laisser sous-entendre qu'ils ont finalement pas tant perdu que ça. C'est pour ça que moi je pense que la solution qui doit être négociée, et là les Français s'honoreraient à mener avec intelligence une telle proposition, c'est de dire utilisons le précédent de Hong Kong, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, qui en fait permet d'avoir un exemple historique et juridique de traité où on avait évoqué la rétrocession qui était sous souveraineté anglaise à la Chine, sur les propres terres de la Chine. Alors ça sera exactement la même chose pour le cas d'Ukraine, puisqu'il faudrait des référendums, il faudrait aussi quelques décennies de reconstruction, mais ça permettrait au moins à l'Ukraine de se retirer dignement et de pouvoir conserver le capital politique bien fragile qu'il reste à Zelensky, qui lui agit aussi en fonction de ses intérêts et sous pression notamment des factions. Les Européens, eux, de leur côté, tout à l'heure, je disais que c'était tout à fait incompréhensible pour les populations européennes. Ce conflit était complètement incompréhensible puisqu'il ne répond pas à nos intérêts. Néanmoins, on peut supposer que du point de vue des eurocrates, des européistes, comme ils veulent absolument étendre l'Union européenne encore et toujours, et qu'il faut passer au-dessus de l'avis des peuples et puis quelque part justifier ce projet impérial qu'est l'Union européenne, qui vise à abolir quand même des États-nations, rien de moins que ça. Le fait d'avoir un ennemi commun, quand bien même la propagande ne fonctionne que sur un très petit nombre de personnes dans les populations, plutôt les bourgeoises et pas tellement éduquées en réalité, c'est quand même une façon pour elles et pour ces dirigeants de justifier ce qui est de toute façon, comment dire, qui n'a jamais eu de légitimité et qui moi, je discutais il n'y a pas très longtemps avec une personne qui est de bulgare, et qui donc la Bulgarie est rentrée il y a quelques années dans l'Union européenne, et on aurait pu se dire, nous, du point de vue que du fait même de leur niveau de vie, des salaires beaucoup plus bas que ceux des Français ou des Allemands,
que finalement la Bulgarie, comme d'autres pays du même niveau, allait profiter à plein de leur entrée dans l'Union européenne. Mais elle m'a dit c'est pas du tout ce qui est. En fait, on s'est fait piller notre industrie par les capitalistes européens et américains. Donc toute leur base industrielle a été quelque part détruite ou spoliée. Et l'inflation qui a été très forte depuis ces années-là n'a qu'à peine compensé la montée qui s'est faite petit à petit. Donc ça explique aussi pourquoi dans les pays de l'Est de l'Europe, même ces pays-là, et on le voit actuellement très fortement en Roumanie, l'Union européenne n'est pas non plus en odeur de sainteté. Donc, vous comprendrez bien que si déjà à l'époque des premiers traités, les Français avaient voté non au référendum de 2000 sur le TCE, les Danois étaient très Hollandais étaient très hostiles. Donc, ce sont des pays plutôt riches. Même les pays de l'Est qui sont un peu plus pauvres que nous, ils sont encore plus hostiles que nous ne le sommes aujourd'hui. Les dirigeants, en fait, jouent leur dernière carte, qui est celle de monter aux extrêmes, tenter d'avoir un ennemi commun, essayer de créer un État européen qui aurait les pouvoirs régaliens des États, se les accaparer. Mais à mon avis, ça ne va pas marcher parce que personne n'y croit, très honnêtement. Gamal, je vous retrouve avec la même interrogation. Est-ce qu'il est encore... À quoi faut-il s'attendre dans ces négociations? Et la question directe est, est-ce qu'il est encore possible pour le président Zelensky de gagner quelque chose dans cette guerre? Parce que on ne voit pas comment est-ce qu'il pourrait sortir là, ne serait-ce qu'en étant dans l'histoire, même un tout petit peu. Parce que on retiendra qu'il est arrivé dans un pays qui était entier et qu'il a continué une persécution d'un ensemble de groupes de sa population, et qu'au final, il y a eu cette guerre et que il a perdu au moins 30% du territoire du pays. Alors, comment est-ce qu'on sort d'une telle négociation en tant qu'homme politique avec ne serait-ce qu'un semblant de victoire? Il s'est fait humilier, il a tout perdu. On ne peut pas parler de rapport de force favorable puisqu'il est en train de se faire éliminer sur le territoire, qu'à chaque fois que les Russes s'énervent un peu, ils poussent un peu leur avantage, et ils ont raison de le faire. Zelensky est le perdant de l'histoire et le grand perdant. Il a ruiné son pays, qui est en dépend. Il a vendu tout ce qui était appareil industriel, les fameuses terres noires, ces fameuses terres à blé ukrainiennes qui étaient très riches. Il a son pays tué une grande partie de sa population par une guerre inutile, je parle de la jeunesse. Il y a 15 millions d'Ukrainiens. Et surtout, on ne fait pas confiance aux perdants. Je ne vois pas comment on pourrait parler à un perdant. Il a perdu sur tous les fronts. Il s'est enquisté dans un conflit inutile. Il a voulu croire aux Européens qui lui ont menti parce qu'il n'y avait aucune chance de victoire, et c'était évident dès le premier jour. Et surtout, il a quand même trahi la parole à son peuple. Je rappelle que quand il est arrivé aux commandes de l'Ukraine, il n'était pas question qu'il y ait de tension avec la Russie. C'est un homme qui était pro-russe, il faut se rappeler de ça. On se rend compte, avec ce conflit, on a l'impression qu'il a toujours été anti-russe, mais c'est un homme qui n'était pas un homme politique, il a été fabriqué par un oligarque, fabriqué par une émission de télévision, après par une série où on l'a présenté dans la Russie. Les Ukrainiens sont tombés dans le voté pour un clown, on peut le dire, il était assez ridicule en début de carrière. Ce qu'on va retenir de cet homme, c'est la défaite. C'est une perte de 20 à 25% du territoire. C'est une destruction de l'économie très large. C'est une Ukraine qui a été mise sous la coupe réglée de l'Europe et des États-Unis, puisqu'elle doit de l'argent, et quand un pays est redevable, il n'a pas de manœuvre, il n'y a pas de marge de manœuvre. C'est un pays qui a été donc amputé d'une partie du territoire, a été amputé d'une grande partie de sa jeunesse, qui a vu son économie s'effondrer, qui a vu un endettement abyssal augmenter, et surtout un pays qui est démonétisé. C'est-à-dire, qui croit à l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il va rester après? Un pays corrompu et endetté. Vous imaginez un peu le niveau. C'est tellement vrai d'ailleurs que cet homme ne s'est présenté alors qu'il aurait dû le faire en suffrage universel. Il aurait dû passer aux élections, même en période de guerre. Il ne l'a pas fait. Alors que du côté russe, ils ont fait les élections. Ça dit beaucoup de choses là-dessus. Dans un cas, il est dans une situation d'assiégé, donc il ne peut pas organiser les élections, et il ne les veut pas parce qu'il sait qu'il perdrait. Et donc vous avez un homme qui gagne, en l'occurrence M. Poutine, qui organise les élections, bon an, mal an, mais qui finit par l'emporter tranquillement, alors que c'est la guerre. La guerre n'est pas en Russie, ne perdons pas de vue. La guerre est en Ukraine, dans les territoires contestés, et la guerre est en Ukraine, non pas russophone, puisqu'ils sont maintenant en grande partie contrôlés par les Russes, mais dans les territoires ukrainiens. Comment voulez-vous, avec un bilan aussi catastrophique, espérer sortir, au regard de l'histoire, comme étant un homme sérieux ou un homme qui avait un petit peu de hauteur? Il n'a pas eu cette hauteur.
C'est un homme qui a mis son pays en difficulté, qui l'a ruiné, comme je le disais, et qui aujourd'hui sera un très mauvais souvenir de l'Ukraine. On pourrait comparer cet homme à Ceausescu quand il a été abattu comme un chien à la sortie d'un pseudo-tribunal. C'est un homme qui va être, peut-être qu'il va s'enfuir, on ne sait pas, mais c'est pas un homme qui va être aimé par sa population. En plus, la figure ridicule qu'il affichait avec ses militaires alors que quasiment il n'a pas fait l'armée, ça en dit long sur la mise en scène pathétique d'un acteur. Il a acting, il était là pour montrer qu'il était un joueur de Et retour sur ce plateau, je vous rejoins très rapidement, Sylvain. Alors, tout à l'heure, je parlais de 30% du territoire ukrainien, ce n'est pas 30, on est à 18,5 voire 20% donc du territoire ukrainien qui est déjà passé du côté de la Russie, qui est occupé en tout cas militairement par la Russie, sans compter les territoires où un référendum a déjà été organisé et qui ont déjà rejoint la Fédération de Russie. Alors, quand on est Volodymyr Zelensky et qu'on va à une telle négociation, on s'attend à sortir de là avec quoi concrètement? Déjà, lui, il joue un jeu en posant un ultimatum à Monsieur Poutine, en lui disant si vous y allez, moi j'y serai, et puis on va discuter d'homme à homme. Et évidemment, on n'en est absolument pas à ce stade, puisqu'il faut d'abord obtenir des négociations politiques qui permettent à la Russie d'arrêter la logique d'un cessez. Et ça ne peut être que négocié sur de longues journées, des délégations. Néanmoins, Monsieur Lavrov, c'est quand même le ministre des Affaires étrangères, qui met absolument le dossier, va aller sur place. Je pense qu'en fait, malheureusement, pour Zelensky, il n'a pas de carte en main. Il a absolument aucune carte. Monsieur Trump, d'ailleurs, lui avait fait comprendre dans la fameuse réunion dans le bureau ovale, en lui expliquant que lui n'a aucune carte. Donc, à part de la posture et de la communication, c'est tout ce qu'il peut faire. Et malheureusement, les gens qui sont autour de lui, encore une fois, ne sont pas dans une logique d'accepter la réalité des choses. Pour eux, de toute façon, que ce soit des gens, comment dire, ethniquement, culturellement, linguistiquement russes, qui aillent se faire tuer en premier lieu sur la ligne de front, ça les dérange pas. Puisque de toute façon, ils voulaient évincer les Russes du Donbass, ils voulaient évincer la culture et la langue russe, jusque même la question des questions cultuelles comme l'Église orthodoxe russe. Donc il y a une volonté de détruire, et malheureusement, on a un peu le sentiment que c'est comment dire, que les dirigeants ukrainiens sont un petit peu dans la posture de Hitler à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui ne voulait pas admettre que la partie était terminée. Les Russes avancent peu parce que ce qu'ils font, c'est tout simplement détruire sur la ligne de front tout ce qu'ils voient arriver en termes de potentiel militaire, qu'il soit humain ou qu'il soit matériel, et ensuite ils vont grignoter un petit peu de territoire, mais ce qui les intéresse, c'est pas de prendre du territoire coûte que coûte. Leur but du jeu, c'est de à distance le maximum de potentiel militaire. Et néanmoins, ils en sont quand même arrivés à un stade où il y a sur un certain nombre de points de front de véritables brèches qui ont été faites. Actuellement, les Russes sont à seulement 1,5 km de la région de Dnipro. Or, si la Russie, là, à partir de là, on n'a plus d'obstacles majeurs, c'est-à-dire des bastions, des fortifications, des élévations, des forêts, des choses comme ça. On n'a que de la plaine. Donc, à partir de là, lorsque les Russes vont pouvoir entrer dans cette région-là, ils pourraient faire une énorme percée s'ils en mettent les moyens. Ils pourraient tout à fait faire ça durant et forcer l'Ukraine de toute façon à accepter l'idée qu'ils n'ont plus d'autre choix que d'arrêter les hostilités. Pour moi, Zelensky ne peut rien.
il est sous pression de tous les côtés. Il est sous les Européens qui lui disent continue la guerre. Il est sous pression des Américains qui lui disent essaye de trouver un arrangement avec la Russie. Et il est sous pression des terroristes propre Péré qui lui dit si jamais tu acceptes à mon sens, la seule chose raisonnable qui pourrait tout simplement fuir le pays, hein, moi, avec autant de sang sur les mains, avoir sacrifié une partie non de sa population, la posture du héros, très peu, quoi. Le mieux qu'il puisse faire, c'est trouver un asile politique quelque part et espérer que sa conscience arrivera à être en paix malgré tout le sang qu'il a sur les mains. Il a quand même des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont morts pour lui et pour rien, surtout. Merci à vous. On va bientôt sortir de cette édition. Gamal, vous êtes là? Sûr, c'est que quand on parle de négociation, le président Zelensky va forcément penser à sa sortie. Parce qu'il pourrait être jugé en Ukraine même pour haute trahison une fois que tout cela est terminé. Parce que, ayant pris des décisions, malheureusement, qui ont conduit le pays à un tel état de fragmentation et aussi voilà, à l'effondrement que l'on voit actuellement. Pensez-vous qu'il y pense et quelle pourrait être la porte de sortie? Gamal, oui, veuillez revoir votre micro, s'il vous plaît. Donc je vous disais, je vous réponds maintenant. Oui, nous vous recevons après. Je disais oui par rapport à ça, je pense pas qu'il soit tué, enfin qu'il soit jugé pour trahison, parce que dans le pays, il aurait dans une guerre inutile de volonté d'intégrité en territoire. Par contre, la responsabilité, c'est d'avoir continué inutilement. Quand même, c'est intéressant. On a une Ukraine qui, si elle vendait beaucoup, très corrompue, et une Ukraine qui va affronter et qui va affronter 40 millions d'habitants. Déjà en termes, c'était extrêmement douteux. Ensuite, qui va affronter la première ou deuxième puissance mondiale, tout de même, hein, avec des capacités offensives considérables qui ont été parfaitement. Les Russes avaient pour principe de ne jamais détruire leurs armements, de ne jamais les réduire. Et donc, ils ont affronté un pays surarmé, avec une technologie de plus en plus avancée, avec des moyens effectivement sur le terrain importants, puisqu'ils avaient aussi sur le territoire ukrainien une population qui leur était largement favorable. La partie est, comme on le sait maintenant, Donbass et toute la région, la partie sud avec la Crimée évidemment. Et donc, affronter un tel territoire avec autant de désavantages numériques, militaires et économiques, c'était quand même très hasardeux. C'est en cela qu'il est mis à ce M. Zelensky, parce qu'il a écouté les conseils d'Européens, dont les Anglais en particulier, qui l'ont empêché de stopper le conflit. Et donc, comme ce n'est pas un politique et que ce n'est pas raisonnable en termes de rapport de force, laissé aveugler par des... Tant qu'il n'y a plus l'Amérique dans la balance, c'est compliqué de suivre. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas imaginer qu'après la guerre, il reste en Ukraine. J'ai du mal à y croire, parce que le risque est important pour lui en termes clairement de vital. C'est-à-dire qu'il risque peut-être de voir quelqu'un se venger sur lui. Donc c'est des réalités. Je pense qu'il prendra la fuite probablement. C'est un président qui est détesté, qui ne s'affronte pas au suffrage. On connaît très le résultat, et qu'il a vérifié, il a dû faire des sondages. Donc un maire et un homme qui perd et qui fait perdre beaucoup à sa nation n'est pas aimé. Puis surtout, ce qu'il y a, c'est comment a-t-il pu croire une seconde à une victoire ukrainienne? Il a cru que la technologie occidentale ferait la différence, oubliant par là même qu'en termes d'armement, les Russes sont supérieurs. Il a cru qu'affronter l'ogre russe qui avait aligné au démarrage que 30 000 dames, c'était marginal, hein, il pourrait l'emporter. Il ne s'est pas rendu compte du risque qu'il encourait, et c'est un risque considérable. Il a oublié que le premier jour de frappe a été dévastateur pour l'industrie ukrainienne, puisque l'essentiel de l'industrie se trouve à l'Est et que les industries militaires ont été détruites. Il a oublié que ces aviateurs ne pouvaient pas piloter des avions de chasse habitués à piloter les Sukhoi.
avec évidemment une technologie russe et un vocabulaire russe. Donc tout ça, c'était un peu, j'ai envie de dire, pas maladroit, mais quasiment hasardeux de sa part, criminel, on peut le dire, parce qu'il a envoyé des hommes au combat pour rien. Et aujourd'hui, on arrive à quoi? L'idée de se dire qu'il négocie en faisant encore des esbroufs, en mettant les ultimatums dans un rapport de force défavorable, face à des Russes qui sont totalement dominants. Il faut être très clair, la Russie, d'ailleurs l'Ukraine, par bien des égards, me rappelle effectivement l'Allemagne, qui est écrasé littéralement par les Russes, avec un Hitler dans un bunker qui croit encore qu'il pourra faire venir des chefs d'état-major qui n'existent plus, les armées qui ont été détruites. Il s'imaginait pouvoir résister à l'ogre russe. Les Russes prennent leur temps pour écraser radicalement toute opposition, ont un renseignement total du territoire ukrainien et des gens sur place qui les renseignent. Donc c'est pas l'Afghanistan, c'est là où il a fait une erreur d'interprétation. L'Afghanistan de la Russie des soviets, s'ils ont perdu, c'est parce que d'abord ils sont dans un territoire qui leur était totalement défavorable, il n'y a pas beaucoup de soutien à l'intérieur des côtés, très peu, et surtout, une perte de vitesse, la Russie des soviets était en train de s'effondrer économiquement, n'avait plus les moyens de faire face à la technologie américaine que les Russes ne maîtrisaient pas. Donc c'est une époque qui est révolue. La Russie a eu le temps de s'armer pendant 22 ans tout de même, c'est pas rien. Elle a eu le temps de développer des hautes technologies et on le voit aujourd'hui au Moyen-Orient. Quand on voit les missiles hypersoniques que les Iraniens lancent contre Israël, c'est de la technologie russe, hein, c'est pas autre chose. Eh bien, enfin, les Iraniens et surtout les Houthis, les Yémen. Eh bien, ça, c'était vraiment une erreur gravissime d'appréciation de la situation qui en a coûté aux Ukrainiens. Et moi, je vous dis ça, je vais être très clair avec vous. Je suis clair. Mais comment peut-on avoir autant de sang sur les mains, une telle responsabilité meurtrière, alors que c'est quand même des vies qu'on envoie sur le terrain? Cette jeunesse ukrainienne ne méritait pas de mourir de cette façon. Mais tout de même, les Ukrainiens ne méritaient pas d'être sacrifiés comme on l'a vu en 14. On a envoyé des milliers de personnes aller prendre des montagnes et mourir pour rien. Eh bien, c'est ce que M. Zelensky, s'il a une âme, s'il a une conscience, devra toute sa vie peut-être commencer à réfléchir. Mais je ne crois pas que cet homme ait une conscience. C'est un opportuniste qui ne s'intéresse qu'à l'argent, qui est très bien payé pour ça, et qui manifestement n'a pas suffisamment d'âme ou de conscience pour compte qu'il a commis de fautes graves. Comment peut-on se battre contre la Russie avec des moyens dérisoires? C'est ça qui est grave. Les rapports, ce que je vous ai annoncé, les rapports numériques, militaires et autres, eh bien, c'était simplement suicidaire. Dans suicidaire, il faut se poser la question de sa santé. Et voilà. Et pour terminer, Sylvain Baron, quand on parle du président Zelensky et quand on parle aussi de ce que pourrait être sa sortie, on sait aussi qu'il a été, lui et son épouse ont été épinglés dans plusieurs dossiers où ils auraient acheté des résidences en dehors du territoire ukrainien. D'ailleurs, ils avaient même pendant la guerre fait la une du célèbre magazine américain Vanity Fair. Ça avait choqué beaucoup en Occident, qui pensaient qu'ils étaient peut-être dans du spectacle ou alors dans une sorte de surexposition, alors que les Ukrainiens étaient en train de mourir par dizaines de milliers en ce moment-là, et on annonçait déjà des sommes détournées, notamment de l'aide européenne et américaine, pour acheter des villas assez luxueuses. Alors, est-ce qu'on va dire que à partir de ce moment-là, déjà, il pensait à sa sortie? Je pas en fait, Zelensky s'est construit sous les bons auspices de l'oligarque Igor Kolomoïski, qui est quelqu'un en Ukraine est très puissant. C'est un ukraino-chypriote israélien. Enfin, il a les trois nationalités. C'est lui qui détient la banque la plus importante d'Ukraine, qui avait les studios, les grands studios de télévision, et gars-là qu'il a construit et qu'il a bien arrosé. Et ça, c'était bien avant la guerre. Et je pense de son patrimoine à la fois financier et constitué bien avant d'arriver à la présidence. Je pense que les choses ont été un petit peu plus compliquées. Hein. Je pense qu'il voulait réellement, sans doute, utiliser son aura parce que je crois qu'il est né dans le Donbass, mais je suis pas bien sûr. En tout cas, c'est un russophone de langue et de culture. Tenter de rabibocher le Donbass avec le reste de l'Ukraine, mais qu'il a été mis sous pression immédiatement. Donc, actuellement, le patrimoine en soi n'est pas, on va dire, quelque chose qui accuse, parce que je pense que ça date c'est peut-être pour lui surtout une solution, parce que je crois qu'il a un appartement à Londres notamment. Ça pourrait l'aider déjà à trouver un point d'appui pour évacuer les choses.
la difficulté en plutôt tout l'univers qui est autour de lui, parce que Zelensky, lui, n'est qu'une marionnette au final. Moi, quand je discutais avec les Ukrainiens que j'ai rencontrés donc dans la région de Mariupol et de Melitopol, je leur disais pour qui avez-vous voté à l'époque? Et ils m'ont tous dit Zelensky, non pas parce qu'ils croyaient en lui, mais parce qu'ils ne voulaient pas c'est comme ça qu'ils m'en parlaient, de l'ivrogne Poroshenko. C'était ce fameux président qui, sous son mandat, avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Arsène Avakov, et lui a engagé les milices néo-nazis dont on parle assez régulièrement, sauf en Europe, hein, parce que il faut pas non plus trop les mettre en exergue, ça fait un petit peu tâche, mais qui ont été faire la chasse aux gens du Donbass en particulier, et dont on a vu aussi les exactions à Odessa. Donc c'est sous le mandat de Poroshenko qui a eu le plus gros des provocations, on va dire, et les gens avaient tout à fait noté dans ces régions-là que ils avaient le choix entre la peste, ils ont pris la grippe. Et ils n'avaient pas de choix, en fait. Ils n'avaient pas d'autre alternative. C'est exactement où, en fait, médiatiquement, on n'entend pas les dissidents, on n'entend pas les alternatives, on n'entend que des partis vaguement populistes, mais qui sont tout à fait sur la ligne générale, et le camp de la doxa. Bon, c'était exactement pareil pour les Ukrainiens, qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour essayer de régler la question. Et je vais vous citer une anecdote pour moi qui révèle à quel point c'était triste, parce que deux anecdotes même. Dans les décombres d'un immeuble à Tokmak que j'ai visité, j'ai trouvé un poster de une dame qui s'appelle Yulia Tymoshenko, qui est une Ukrainienne très opportuniste, qui a la dent dure contre les gens du Donbass, hein. D'une retenue, notamment une petite phrase qu'elle avait citée dans les médias ukrainiens où elle disait il faut entourer le Donbass de fils barbelés et bombarder la région. Et ça prouve quand même que malgré tout, dans les régions russophones, il y avait des gens qui l'aimaient bien. Et de la même façon, j'ai rencontré des gens en Ukraine qui étaient à la fois russophones et ukrainophones et qui me disaient moi, je préfère la langue ukrainienne parce qu'elle est plus esthétique à mes oreilles, elle est plus poétique, je la préfère, et qui néanmoins étaient satisfaits d'être sous la souveraineté russe. Et des gens qui parlaient un mélange de russe et d'ukrainien qui s'appelle le soudjik. Donc, dans tous les territoires dont on parle actuellement, il y avait déjà une ukrainisation qui se faisait culturellement et en douceur. Si les pseudo-nationalistes ukrainiens avaient compris qu'il fallait du temps au temps, qu'il fallait laisser le temps au jeune État ukrainien de se... L'ukrainisation jusque dans la langue aurait pu se faire en douceur. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ont voulu le faire en force. Et actuellement, c'est eux qui mettent sous pression Zelensky, qui encore une fois n'est qu'un pantin, qui a du sang sur les mains. Il s'en sortira avec la conscience tranquille. Toujours est-il qu'il n'y a pas de solution pour lui et que malheureusement, je ne vois pas d'issue dans ce conflit si ce n'est une capitulation d'Ukraine. Messieurs, d'avoir été là ce soir face à l'actualité. Merci à vous, Sylvain Baron. Rappelez que vous êtes membre des Gilets jaunes, auteur de l'ouvrage intitulé Revolte, voilà, essai qui est un essai sur la légitimité et la planification de l'insurrection populaire en France. Merci à vous d'avoir été là. Et merci. Merci à vous. Merci également à Gamal. Gamal Abina, je vous dis merci. On se retrouve très bientôt, toujours face à l'actualité. Et voilà, merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Restez sur nos antennes, l'actualité se poursuit et nous sommes toujours là pour vous permettre de mieux comprendre à travers nos analyses et autres documents que nous diffusons sur nos antennes.